l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Merci à vous qui nous suivez sur Africable Télévision. Bienvenue dans Afrique Soir. Voici à présent le titre de cette édition. La rue fait plier le régime de Blaise Compaoré. Est-ce la fin d'un règne? Les événements se sont précipités ce jeudi matin au Burkina Faso. Blaise Compaoré est au pouvoir depuis 27 ans. Il entend briguer un 5e mandat, un mandat de trop au vu des manifestations dans le pays. Situation confuse à Ouagadougou. L'armée annonce la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée nationale et annonce également la formation d'un gouvernement d'union nationale. Voilà la principale information de la soirée. À présent, est-ce la fin d'un règne? Les événements se sont précipités ce jeudi matin au Burkina Faso. La rue fait plier le régime de Blaise Compaoré. Un mandat de trop vu des manifestations qui ont secoué et qui continuent de secouer encore le pays. L'armée a dissous le gouvernement et l'Assemblée nationale. C'est la confusion à Ouagadougou, nous dit ici Yacouba Dansoko. Plusieurs centaines de milliers de Burkinabés sont descendus dans les rues de Ouagadougou ce mardi pour protester contre la décision du gouvernement de procéder à une modification de la Constitution qui permettrait au président Blaise Compaoré, au pouvoir depuis 27 ans, de briguer un 5e mandat en 2015. Lors de cette manifestation, les manifestants arboraient des pancartes portant les slogans « Blaise va-t'en » ou encore « Article 37 intouchable ». Dès la fin de matinée, des affrontements ont opposé les manifestants aux forces de l'ordre qui ont tiré des gaz lacrymogènes. Au cours des affrontements, un jeune homme a trouvé la mort. Déterminés et décidés à faire partir le président Blaise Compaoré, les manifestants ont empêché le vote du référendum par les députés ce mardi en incendiant l'Assemblée nationale. La loi ne passera même pas. La loi ne passera pas. Voilà, l'Assemblée a pris feu. Voilà, on en a marre. 27 ans, c'est pas 27 jours, ni 27 mois. Je pense qu'à ce moment solennel, le président Compaoré doit faire comme le président Maurice Yamégo. Il doit démissionner. Le gouvernement de Luc Adolphe Tchao doit démissionner. L'ensemble des députés du CDP doivent démissionner. Parce qu'aujourd'hui, ils ont entendu la voix du peuple. Ils ont fermé les yeux et les oreilles depuis longtemps. Mais aujourd'hui, l'histoire s'écrit encore un 30 octobre. Pourquoi passer on est brûlé l'Assemblée de Si la loi favorise à plein sec, on n'entre plus. On est là jusqu'à le départ de Blaise. C'est ça. La mort ou on est là, la patrie ou la mort. Juste après, un groupe de manifestants a envahi les locaux de la télévision nationale et endommagé certaines machines. Depuis lors, le programme de la RTB est interrompu. Outre la capitale Ouagadougou, des violences ont eu lieu à Bobo-Dioulasso, deuxième ville du pays où la mairie et le siège de la CDP, le parti au pouvoir, ont été incendiés. Dans l'après-midi, un communiqué du gouvernement annule le projet de modification de la Constitution. Pour le moment, on ne sait pas encore où se trouve le président Compaoré. Le palais présidentiel de Kossiam est sous contrôle de l'armée dont les chefs sont en pleine négociation sur l'avenir politique du Burkina Faso. Les États-Unis se disent très inquiets de la situation dans le pays. Quant à la France, elle a appelé les différentes parties au calme. Le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, entouré de Benewende Sankara et Ablassé Ouedraogo, a cependant déclaré depuis le QG de l'opposition que la machine est plus que jamais en marche pour faire partir le président Compaoré. L'ONU, qui suit de très près l'évolution de la situation dans le pays, va nommer bientôt un médiateur. Pour l'heure, c'est l'émissaire Mohamed Ibn Chambas qui se rend à Ouagadougou ce vendredi pour discuter avec les différentes parties. Le chef de l'armée annonce la dissolution de l'Assemblée nationale et du gouvernement. Voilà un commentaire signé Yacouba Dansoko. Dans ce reportage que vous allez regarder tout à l'heure, on revient sur le parcours du président Blaise Compaoré.
Toujours affable, jamais une parole qui blesse. Cette image d'un homme sage, Blaise Compaoré, la véhicule de capitale en capitale. 27 ans que ça dure, 27 ans qu'il endosse le costume de Monsieur Solution des crises africaines. Côte d'Ivoire en 2004. Les Ivoiriens, les Ivoiriennes sortent nombreux, votent massivement, dans le calme, avec sérénité. Et il y va de l'intérêt de la Côte d'Ivoire, de la sous-région. Mali, l'an passé. Plaisir d'être à Bamako et bien sûr de saisir cette occasion pour d'abord saluer les fidèles musulmans. Ces médiations sont les plus récentes, mais depuis près de 30 ans, le numéro 1 du Burkina Faso apparaît comme un pilier incontournable de l'Afrique francophone, voire de ce qu'on appelle la France-Afrique. Blaise Compaoré a toujours su nouer des relations étroites et jamais ombrageuses avec les présidents français, notamment Jacques Chirac, ou dernièrement François Hollande. À l'étranger, Blaise Compaoré est vu comme un homme intègre et pacifique. C'est pourtant par les armes qu'il conquiert le pouvoir en 1987. Ce jeune capitaine n'a que 36 ans quand il renverse son ancien compagnon de lutte, Thomas Sankara. Sur ces images, on voit les deux hommes côte à côte. Thomas Sankara est assassiné lors du coup d'État, dans des conditions encore non élucidées. Après le putsch, les opposants sont éliminés et le militaire troque l'uniforme pour le complet veston respectable qui le conforte à la présidence et dans les urnes, durant 2 septennats et un quinquennat. L'an prochain, Blaise Compaoré doit achever son 2e mandat de 5 ans. L'été dernier, lors de cette interview à TV5 Monde donnée lors d'une visite à Washington, il affichait avec tout son sérieux qu'il était favorable à l'alternance. Moi, je suis aussi pour l'alternance, comme lui certainement, mais une alternance basée sur les choix des citoyens. Voilà. C'est d'abord ça qui est important. Leur choix, les Burkinabés le crient avec force ces dernières heures. C'est sans doute le soulèvement le plus important auquel Blaise Compaoré n'ait jamais eu à faire face. La mutinerie menée par des militaires il y a 3 ans avait déstabilisé le pays pendant quelques jours, mais Blaise Compaoré était resté à la barre. Aujourd'hui, pour l'heure, il garde le silence. Le Burkina Faso toujours, pour en parler, pour aller plus en détail avec moi sur ce plateau, Kolsia Ngarsou, rédacteur en chef à Africable Télévision. Kolsia, bonsoir. Bonsoir Djibrila. En tout cas, merci d'être avec moi sur ce plateau. Kolsia, les événements se sont précipités ce jeudi matin au Burkina Faso et au vu de la mobilisation. On le sait, il y a des tentatives de négociation entre les deux parties. Et Blaise Compaoré a dissous le gouvernement, il a décrété l'état d'urgence et l'état de siège. Et l'armée, de son côté, annonce la mise en place d'un gouvernement d'union nationale pour une période d'1 an. Et a dissous également le gouvernement et l'Assemblée nationale. Est-ce que ces mesures satisfont-elles les attentes des manifestants ? Oui, merci Djibrila. C'est vrai qu'il y a eu tentative de négociation. On a appris des sources concordantes qu'il y avait le général Lougué qui aurait rencontré le chef d'état-major particulier du président Blaise Compaoré, le général Gilbert Diendéré, devant le palais présidentiel, puis à l'intérieur, c'était à Kossiam, donc à Ouagadougou. Et il est ressorti sûrement de ces discussions certaines décisions qui ont été prises. Et dans l'après-midi, le président Blaise Compaoré, d'abord dans la matinée, il annonçait sur sa page Facebook, il appelait la population à la retenue. Et puis dans l'après-midi, il annonce la dissolution du gouvernement, il décrète l'état d'urgence et l'état de siège. Alors, les négociations sont difficiles parce que pour la rue, il faut que Blaise parte. On a entendu également, selon des sources concordantes, le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, qui a dit net, Blaise Compaoré doit partir et il rejette en même temps la formation de ce gouvernement d'union nationale. Pour lui, Blaise Compaoré doit démissionner et sans condition. Kolsia, le chef de file de l'opposition a rejeté l'état de siège décrété par le président Compaoré et demande sa démission pure et simple. On passe d'un rejet de modification de l'article 37 au départ de Blaise Compaoré. Est-ce que la donne n'a pas changé quelque part? Oui, justement, selon de nombreux analystes, le point de départ, ce qui a mis le feu à la poudre, c'était la modification de l'article 37 de la Constitution, qui devrait permettre à Blaise Compaoré de se représenter en 2015. Alors la population est descendue dans la rue pour exiger le retrait de ce projet. C'est que le président Blaise Compaoré a tenté de faire. Il a dissous le gouvernement et dans la matinée, il a accepté de retirer ce projet. Alors aujourd'hui, il retire le projet, mais l'opposition reste sur une
adopte une position de fermeté, ce qu'elle ne veut pas de Blaise Compaoré au pouvoir. C'est sans doute l'opposition relaie les attentes du peuple burkinabé qui ne veut plus du président Blaise Compaoré qui est au pouvoir depuis 27 ans quand même. Est-ce que l'opposition est prête à accepter ce gouvernement d'union nationale ou encore ces mesures prises par l'armée? Mais on a entendu dans une déclaration Zéphirin Diabré qui rejetait d'abord l'état d'urgence parce que lui maintient la désobéissance civile, c'est-à-dire que la population va continuer à manifester jusqu'à ce que le régime de Blaise Compaoré tombe. Et là, c'est clair que l'opposition va rejeter la formation de ce gouvernement parce qu'il y a des questions qui restent encore en suspens. Qui va diriger ce gouvernement d'union nationale? Qui va diriger cette transition? Blaise Compaoré restera-t-il au pouvoir ou va-t-il partir? Pour l'opposition, Blaise Compaoré doit tout simplement démissionner. C'est la confusion à Ouagadougou. À l'heure qu'il est, quelles sont les réactions de la communauté internationale? Une réaction un peu ambiguë. La France a déjà appelé à la retenue qui demande à Blaise Compaoré de ne pas aller à l'encontre des attentes de la population, de ne pas modifier la Constitution. Les États-Unis marquent leur inquiétude, ils appellent également à la retenue. On attend ce soir ou demain les représentants des Nations Unies à Ouagadougou. Kolsia, on a trop parlé d'un homme. Qui est ce général, le général Lougué Kouamé, dont on parle tant et qui doit même diriger la transition pour certains? Oui, c'est un homme qui a fait son apparition. Il y a longtemps, il était ancien ministre de la Défense, ancien chef d'état-major général des armées. C'est un homme de consensus. Il paraît que lors de son passage à ces deux postes-là, c'est un homme apprécié par l'armée dont la population a porté son choix sur lui. Et lui-même l'a dit aujourd'hui, il ne sait pas pourquoi est-ce que la population a fait appel à lui. Et après la déclaration de l'armée, la population a dit net, soit c'est un civil qui remplace le président Compaoré à la présidence, soit c'est Lougué, Kouamé ou personne d'autre. Donc c'est un homme de consensus, un général à la retraite, mais on pense qu'il fera l'affaire de la population, mais pour le moment, on pense que l'armée a pris le pouvoir au Burkina Faso. Est-ce qu'un ancien général a sa place au sein de cette armée active? C'est la question. Kolsia, merci d'apporter toutes ces précisions sur tout ce qui se passe en ce moment au Burkina Faso. Et encore une fois, merci pour toutes ces précisions. Je vous en prie. Je rappelle que nous étions avec Kolsia Ngarsou de la rédaction d'Africable Télévision. Nous poursuivons avec l'actualité. Au Mali, le 10e soldat français Thomas Dupuy est mort mercredi matin au cours d'une offensive dans le nord du pays, ce qui prouve que la menace djihadiste est toujours bien présente dans le pays. Le soldat de 32 ans a trouvé la mort dans les montagnes du Tirarar, situées au sud du massif des Iforas. Cette zone de 100 km sur 30 est très difficile d'accès et considérée depuis plusieurs mois comme un fief djihadiste. C'est une opération héliportée qui a été déclenchée sur un repère de terroristes et très rapidement, arrivée au sol, à la tombée de la nuit, les forces françaises ont été violemment accrochées par des groupes armés terroristes et c'est au cours de ces combats qu'un soldat a été mortellement touché. Des combats évoqués par le ministre de la Défense ce mercredi à l'Assemblée nationale, mais la mort du soldat n'a été annoncée que plus tard dans la soirée. Thomas Dupuy appartenait au commando parachutiste de l'air numéro 10 basé à Orléans. Il est le premier soldat français mort au combat depuis le déploiement de la force Barkhane le 1er août. La force française remplit son mandat, qui est d'aller chercher les djihadistes là où ils sont, de les détruire, de façon à les empêcher, eux, de venir intervenir dans la zone où est située l'ONU, où je rappelle que l'ONU, depuis quelques semaines, a perdu 24 soldats. Des casques bleus en majorité tchadiens. Ces pertes illustrent un regain d'activité des djihadistes dans la région. En visite au Mali il y a quelques jours, Jean-Yves Le Drian avait d'ailleurs annoncé que l'opération Barkhane serait renforcée. La France, aux côtés de la Mauritanie, du Mali, du Burkina Faso, du Niger et du Tchad, s'efforce également de stopper l'afflux d'armes en provenance de la Libye. Début octobre, une opération française avait intercepté un convoi de 3 tonnes d'armes qui descendait vers le Mali par le Niger. Une base de la force Barkhane dotée de drones doit s'installer à proximité pour surveiller cette zone ultra stratégique.
Mali toujours, ils étaient nombreux ce matin à rendre un vibrant hommage à Ghislaine Dupont et Claude Verlon, deux journalistes français enlevés et exécutés à Kidal dans le nord du pays. Il y a de cela un an, le 29 novembre 2013, à l'occasion du premier anniversaire de cet événement tragique, l'ensemble de la presse malienne entend créer désormais une association portant les noms de ces deux grandes figures de la presse française. Écoutons quelques extraits au micro de nos reporters Abdoulaye Meiga et Sekou Doubia. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de la commémoration de l'anniversaire du décès de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon qui ont été assassinés à Kidal le 2 novembre 2013. Nous nous sommes retrouvés pour créer une association portant leur nom, mais une association qui portera au-delà de la mémoire, du travail de mémoire pour ces deux amis disparus, qui portera effectivement la profession dans tous les instances. Ce que nous voulons, c'est que la profession soit mieux défendue, la profession soit mieux représentée, et ce que nous voulons, c'est effectivement utiliser tous les instruments légaux en notre possession pour que le monde sache davantage sur les circonstances, les mobiles, la mort de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon. Ghislaine Dupont et Claude Verlon sont des grands amis du Mali. Ils ont pratiqué notre pays longtemps et ils aimaient notre pays. Ils sont venus faire leur travail et ils sont morts dans l'exercice de leur profession de façon tragique, atroce. La presse malienne, mais aussi les amis, les citoyens de bonne volonté, comme nous, se doivent de leur rendre hommage à l'occasion du premier anniversaire de leur disparition. Un sentiment mitigé à la fois de devoir de mémoire rempli, mais aussi un besoin de faire que nos autorités traquent la vérité et la fassent éclater et punir les auteurs de ces crimes. Dans le reste de l'actualité, le Proche-Orient, pour parler de tension, l'esplanade des mosquées est un lieu saint à la fois pour les musulmans et pour les juifs. Un site qui cristallise les tensions israélo-palestiniennes depuis des dizaines d'années. L'esplanade des mosquées ou mont du Temple, lieu de prière et de recueillement, lieu aussi de tension permanente. Les musulmans l'appellent Haram al-Sharif ou noble sanctuaire. C'est le troisième lieu saint de l'islam après la Mecque et la mosquée du prophète à Médine. Sur l'esplanade se trouvent deux édifices majeurs pour les musulmans, le dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa. C'est aussi le lieu le plus sacré du judaïsme, le mont du Temple. Selon la tradition juive, le deuxième temple de Jérusalem s'y trouvait. Il a été détruit par l'empereur romain Titus en l'an 70. Le mur des lamentations, vestige du temple et lieu de prière pour les juifs, se trouve aussi à proximité. En 1967, après la victoire d'Israël dans la guerre des 6 jours, l'État hébreu prend le contrôle de Jérusalem-Est et donc du mont du Temple ou esplanade des mosquées. Mais c'est la Jordanie qui conserve l'administration des lieux de culte. Pourtant, la police israélienne y garde un rôle important, celui de surveiller et de filtrer les visiteurs selon ses critères de sécurité. Si le lieu est accessible aux personnes de toute confession, seuls les musulmans sont autorisés à y prier. Les juifs peuvent s'y rendre sous surveillance, mais sans s'y recueillir. Malgré ces règles, des milliers de juifs bravent chaque année l'interdiction. Certains groupes ultra-orthodoxes réclament même la construction d'un troisième temple, là où se trouve aujourd'hui la mosquée Al-Aqsa. Le Premier ministre israélien dit ne pas avoir l'intention de les satisfaire. Le statut du lieu saint reste toutefois l'un des points de tension majeurs entre Israéliens et Palestiniens. Retour sur le continent avec le Forum national des femmes sur les enjeux de la réforme foncière au Sénégal. Ce forum, qui entre dans le cadre des activités du projet Réformons le foncier, vise à promouvoir une participation efficiente des femmes au processus de réforme foncière en cours au Sénégal. Le compte-rendu de Mariam Mbengue Faye et de Mbendambaye. L'accaparement des terres constitue un phénomène mondial lié à la crise alimentaire, énergétique, économique, entre autres. Au Sénégal, plus de 400 000 hectares ont été concernés par les demandes d'attribution de terres pour les investisseurs, mais notons qu'entre la demande de la terre et la réelle valorisation de ces parcelles, il y a un gap. Dans le monde rural, c'est un pourcentage très faible qui marque l'implication des femmes dans l'accès aux terres. Aujourd'hui,
dans la vallée du fleuve Sénégal, c'est seulement à peine 20% de femmes accèdent à la terre, en tout cas sont propriétaires de terre, à côté de pratiquement 80% pour les hommes. Et ça, c'est valable au niveau national. Mais quand on regarde certaines régions même, c'est encore moins important. Deuxièmement, quand on regarde les superficies allouées aux hommes, ça tourne autour de, en tout cas certaines études comme MCA montrent qu'autour, par exemple, de 7 hectares. Or, les femmes n'en ont que pour la moitié, 3,5 hectares. Donc tout cela montre simplement qu'une réforme doit être une réforme équitable. La sécurisation foncière, l'accès des femmes à la terre sont entre autres les enjeux de la réforme foncière qui connaît de plus en plus des inégalités. On ne peut pas admettre dans un pays comme le Sénégal où les femmes jouent un rôle important et qu'elles n'aient pas accès à la terre. Et donc c'est pour cela que nous promouvons l'accès des femmes à la terre à travers ce forum de Wildaf. Mais également ce forum va produire des résultats qui vont être présentés à la Commission nationale de réforme foncière pour montrer effectivement que les femmes peuvent réfléchir, faire des propositions concrètes pour que leurs droits soient pris en compte dans le cadre de la réforme foncière. Conscientes de leurs droits, les femmes sont prêtes à se mobiliser pour les défendre dans le but de contribuer à l'atteinte des résultats de la campagne « Réformons le foncier au Sénégal ». Retour au Mali avec cette visite du directeur général du port autonome de Dakar, accompagné d'une importante délégation. Au cours d'un déjeuner, Dr Cheikh Kanté est revenu sur l'excellence des relations entre le port et ses partenaires maliens. C'était en présence du PDG de la CMDT, du président du Conseil malien des chargeurs et du représentant du port autonome de Dakar à Bamako. Reportage. Rencontrer la CMDT pour préparer la campagne 2014-2015, échanger sur les solutions à apporter aux problèmes sur le corridor et surtout améliorer les relations avec tous ses partenaires maliens sont entre autres raisons de cette visite de travail. Le président du Conseil malien des chargeurs a salué l'excellence des relations entre les deux parties. Le port a mis à la disposition du Conseil malien des chargeurs tout un étage afin que nous puissions rester contactés pour garantir que l'information circule. Et que chaque fois, à partir de ce moment, si nous avons quelque chose à améliorer, quelque chose à dire, que ce soit dans l'instant, dans la minute, parce qu'avec les nouvelles technologies, c'est ce que nous avons fait, et c'est l'occasion de le dire à haut et fort à tout le monde. Le directeur général du port autonome de Dakar est quant à lui revenu sur les liens séculaires, avant de noter l'intérêt des hautes autorités maliennes et sénégalaises pour le port et ses partenaires. C'est une initiative du président Macky Sall, qui est conscient de nos relations exceptionnelles, surtout de la qualité de sa relation avec le président malien Ibeka, qui m'a fait l'honneur, je le rappelle, durant sa visite officielle, de venir visiter le port de Dakar et de faire un témoignage, parce que le coton touche aujourd'hui plus de 15% du PIB du Mali. Le coton touche la majeure partie des producteurs du Mali, d'où sa position stratégique dans votre économie et dans notre économie aussi. Puisque le Mali ne peut pas émerger sans le Sénégal ne peut pas émerger sans le Mali. Ça, c'est un raisonnement qu'il faut comprendre dès le départ. Donc nous sommes condamnés à vivre ensemble, à travailler ensemble, la main dans la main, pour le grand bonheur de nos économies. Ce séjour de la délégation sénégalaise, qui prendra fin ce vendredi, sera couronné par une série de réunions dans la capitale malienne. Direction le Sénégal avant de refermer cette édition. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar a abrité ce mercredi un colloque international sur sport et dynamique sociale en Afrique francophone. Regroupant plusieurs dizaines de chercheurs africains, cette rencontre a pour objectif d'identifier les problèmes qui plombent et qui minent le développement du sport dans l'espace africain francophone. Lustina Sagna, Suleiman Han et Antoumar. Organisé en prélude au 15e sommet de la francophonie prévu à Dakar, les 29 et 30 novembre 2014, le colloque Sport et dynamique sociale en Afrique francophone ambitionne de développer la connaissance sur le sport. Dans cette perspective, cette manifestation se propose d'explorer les problématiques relatives à la démocratisation du sport. Le sport et la pratique sportive charrient énormément de valeurs qui puissent nous permettre quand même à former davantage nos jeunes à la discipline, à l'engagement et au travail. Et je pense que c'est des piliers essentiels sur lesquels le chef de l'État va devoir compter pour la mise en œuvre correcte du PSE. Et c'est justement dans ce sens-là qu'il faut se féliciter de l'organisation de ce colloque international. Les réflexions qui seront issues et les grandes conclusions qui seront recueillies à la fin de ce colloque-là vont permettre effectivement, vont servir
de contribution aux éminents professeurs qui auront présenté des présentations à la mise en œuvre du PSE. À ces thématiques s'ajoutent celles liées à l'intégration par le sport et comment la professionnalisation du sport qui crée des emplois contribue à l'émergence de nos pays. Ainsi, le ministère des Sports lance un appel aux chercheurs. Aujourd'hui, c'est un travail de chercheurs. Nous soutenons les chercheurs. Nous disons aux chercheurs qu'ils ont de la place, qu'il y a de la réflexion à faire, que la demande sportive est loin d'être satisfaite, qu'il y a du travail à faire, il y a les compétences à découvrir, à organiser en termes de formation. C'est en cela que nous pouvons booster la question de l'emploi sportif. Le ministère de l'Enseignement supérieur du Sénégal a initié un important programme de construction, mais également de réhabilitation d'infrastructures sportives au niveau de l'université Gaston Berger de Saint-Louis d'un montant de 6 milliards de francs CFA, dont les travaux vont démarrer au courant du mois de novembre. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes d'Africa Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable.